Aujourd'hui on parle d'une affection ostéo-articulaire juvénile qui embête bien des éleveurs de chevaux, de chiens et aussi de porcs. J'aurais bien dit d'humains, mais il me semble que l'élevage d'humains est interdit. Donc on dira que ça embête aussi bien des parents. Et c'est souvent une très mauvaise surprise pour les propriétaires qui achètent de jeunes individus. Vous l'avez vu dans le titre, donc je vais arrêter mon suspense à 2 balles. Mais qu'est-ce que c'est que cette affection? Qu'est-ce qui se passe dans l'animal? Comment l'éviter? Parce que ça pourrait être vachement chouette. Pourquoi l'homme en est souvent le responsable, bien que la part génétique soit importante? Surnutrition de la mère, trop d'activité chez le jeune. Reste bien jusqu'à la fin parce que je pense que cette partie sur les facteurs prédisposants va t'intéresser. Bref, aujourd'hui on parle ostéochondrose, OCD, ostéochondrite disséquante. Bon, pour que je puisse t'expliquer ce que c'est que l'ostéochondrose, il va falloir d'abord que je t'explique 2-3 petites choses. Déjà, ostéochondrose, ça concerne l'os, ostéo, et le cartilage, chondros. C'est la racine grecque du cartilage. Alors un os c'est quoi et le cartilage c'est où? On ne va parler que des os longs, parce que oui, il existe aussi d'autres types d'os, mais l'OCD touchant les os longs, on va parler des os longs. On va prendre un os lambda, genre celui-là, sur lequel on considère plusieurs parties. Le corps de l'os, ça s'appelle la diaphyse. C'est très dur, très compact, et à l'intérieur pourtant c'est creux, et ça contient la moelle osseuse. Les extrémités de l'os de chaque côté, ça s'appelle les épiphyses, et c'est cette partie qui articule les os les uns avec les autres. Et contrairement à la diaphyse, l'épiphyse n'est pas du tout creuse à l'intérieur, elle est spongieuse, alvéolée, un peu comme une éponge, tu vois. Entre la diaphyse et l'épiphyse, il y a une partie un peu particulière qu'on appelle la métaphyse. Elle fait partie de la diaphyse, mais elle a un rôle particulier, on y revient juste après. Passons au cartilage. Si tu ne le sais pas, il existe plusieurs types de cartilage. Et oui, grande surprise, le cartilage qui constitue ton oreille n'est pas le même que celui qui permet d'articuler ton genou. Et à chaque extrémité de l'os, il y a l'épiphyse, comme je viens de le dire, mais il y a aussi un cartilage qui vient revêtir toute la surface articulaire constituée par l'épiphyse et qui permet le glissement des os entre eux. Bref, ce cartilage-là, de chaque côté de l'os, il s'appelle le cartilage articulaire. Il porte plutôt bien son nom. Il y a un deuxième type de cartilage qui se trouve entre l'épiphyse et la diaphyse, à peu près au niveau de la métaphyse. Il s'appelle le cartilage de conjugaison ou le cartilage de croissance. Et c'est justement lui qui te donne l'impression que tu as des os fracturés en mille quand tu fais des radios quand t'es petit, tu vois. Le cartilage, on dit qu'il est radiotransparent, c'est-à-dire qu'il n'arrête pas les ondes émises par la radio, et donc à la radio, on ne le voit pas. Du coup, quand on fait une radio, on a l'impression d'avoir des espaces articulaires énormes. Alors qu'en fait, c'est juste qu'on voit pas les cartilages. Et du coup, avec les cartilages de croissance, on a même l'impression qu'il y a une véritable fracture entre l'épiphyse et la diaphyse. Alors que non, c'est juste le cartilage de croissance. Alors ça marche que quand t'es jeune, parce que plus tard, le cartilage de croissance s'ossifie et donc on voit bien un seul os entier. Quand on est en croissance, on grandit, sans blague, parce que nos os grandissent, sans blague. Ils grandissent en longueur, mais aussi en largeur. Et ici, ce qui nous intéresse, c'est la croissance en longueur. Elle se déroule justement au niveau de la métaphyse, au niveau du cartilage de croissance. Et cette croissance de l'os, on appelle ça l'ossification endochondrale. Pour faire simple, quand le fœtus est dans le ventre de sa mère, il met en place une espèce de maquette cartilagineuse, un espèce de plan qui doit ressembler au futur système squelettique. Donc tout ce qui par la suite va devenir des os est à la base du cartilage. Petit à petit, ça devient de l'os avec des centres d'ossification primaire et secondaire. Je ne vais pas rentrer dans le détail, ce n'est absolument pas le sujet. Bref, il devient donc bébé, poulain ou chiot, et petit à petit, le cartilage se transforme en os. Revenons à notre croissance en longueur, ou ossification métaphysaire, ou ossification endochondrale. Grosso modo, les cellules cartilagineuses, qu'on appelle chondrocytes, se multiplient dans le sens de la maquette. Évidemment, sinon ça aurait pas de sens. Sinon ça servira à rien de faire une maquette si les cellules ne suivent pas le plan défini. Donc bref, les cellules du cartilage se multiplient, suivent le plan, suivent la maquette, etc. Puis elles viennent se transformer et petit à petit se minéraliser. Donc ce qui était du cartilage devient de l'os. Alors il n'y a pas tout en cartilage puis tout en os. Ça c'est pas possible et c'est justement un problème dont on va parler. En gros, ça fait un petit peu plus de cartilage, ça se transforme en os, un petit peu plus de cartilage, ça se transforme en os, un petit peu plus de cartilage, ça se transforme en os, un petit peu plus de cartilage. Et ainsi de suite. Ce qu'il faut savoir du cartilage, c'est qu'il n'est ni vascularisé ni innervé. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de vaisseau sanguin qui le traverse, mais pas de nerfs non plus. Autrement dit, tu ne peux pas avoir mal au cartilage. C'est pas possible. Lui, il ne sent absolument rien. Par contre, il peut très bien déranger les structures autour qui, elles, sont innervées, comme les os par exemple. Du coup, la question évidente que tu te poses, c'est puisqu'il n'y a pas
de vaisseaux sanguins qui traversent le cartilage, comment est-ce que les cellules, donc les chondrocytes, sont nourries? Parce que pour vivre, se reproduire, se transformer en os, il faut des apports nutritifs. C'est une excellente question que tu te poses là. Le cartilage, il est ravitaillé par des vaisseaux sanguins qui sont dans la diaphyse, dans l'épiphyse, mais aussi des petits vaisseaux qui arrivent sur les côtés. Puis après, les nutriments y rentrent dans le cartilage et ils se diffusent de proche en proche jusqu'à la couche la plus profonde du cartilage. Petite parenthèse concernant le cartilage articulaire, donc celui qui est sur les épiphyses, dans les articulations. Il est aussi et surtout nourri par la synovie, le liquide lubrifiant qui permet que ça glisse bien comme il faut. Comme la synovie est directement au contact du cartilage, c'est lui qui lui apporte sa pitance. Donc là, normalement, vous êtes à peu près ok sur le déroulement normal d'une croissance endochondrale. Du cartilage, de l'os, du cartilage, de l'os, du cartilage, de l'os, du cartilage, de l'os. On peut donc passer au véritable sujet de cette vidéo, à savoir l'ostéochondrose. L'ostéochondrose, c'est tout simplement du cartilage qui ne se transforme plus en os. Voilà, c'est tout. À bientôt. Non, vraiment, c'est ça, hein. C'est juste que ça devient très problématique si l'ossification ne reprend pas. Donc normalement, on a du cartilage qui se transforme en os, puis le cartilage regrossit, puis il se transforme en os. Bon, ça va, ça je vous l'ai dit 30 fois. Le souci, c'est que là, on a du cartilage, du cartilage, du cartilage, du cartilage. On a donc un épaississement du cartilage. Sauf que rappelle-toi, la nutrition du cartilage, elle se fait par diffusion. Donc plus le cartilage est épais, moins les cellules, au fond, auront à manger. Imagine un peu. On est dans une salle de classe. Toutes les tables sont réparties uniformément dans la salle en respectant la distanciation sociale. On apporte un panier de croissants, on les donne aux élèves de devant et on leur dit « prenez-en un, passez au rang de derrière ». Aujourd'hui, tout se passe bien, même les élèves au fond de la classe ont eu leur croissant. Sauf que l'école décide de fermer une classe. On change donc pour une salle plus grande avec plus d'élèves. Et donc plus de tables. Elles sont toujours espacées de la même manière, nanana, les élèves qui ont été rajoutés sont mis devant. Sauf que la subtilité, c'est qu'on apporte toujours le même nombre de croissants. On le donne au premier rang et on dit « fais passer derrière ». Mais là, il n'y en a pas assez pour nourrir le fond de la salle. Donc les élèves du fond meurent de faim et on est face à ce que l'on appelle une nécrose ischémique. Sauf que, pour revenir un peu dans la réalité, les élèves qui sont au fond de la classe, c'est eux qui ont le plus besoin d'un apport en croissant parce que c'est eux qui font l'ossification. C'est eux qui s'ossifient en premier. C'est ceux-là qui sont censés devenir de l'os. Deux choses à retenir dans cette métaphore. Déjà, plus le cartilage épaissit, moins il y a de vascularisation des couches profondes du cartilage et donc moins l'ossification se fait. On tourne en rond un peu. Et deuxième chose, en cours, mets-toi toujours devant si tu ne veux pas mourir de faim comme un vieux cartilage. Donc l'ostéochondrose, c'est ça. C'est un cartilage qui s'épaissit parce que l'ossification ne se fait plus, sauf que plus le cartilage épaissit, moins les couches profondes sont vascularisées, donc moins l'ossification se fait. Donc le trouble de l'ossification qui était primaire s'entretient lui-même. Alors d'où vient ce premier trouble de l'ossification? Le tout premier qui déclenche la boucle infernale? Eh ben on sait pas vraiment en fait. A priori ce serait même un défaut de vascularisation qui serait la cause. Et d'autres disent qu'il s'agit d'une désorganisation des cellules du cartilage qui sont censées se transformer et qui se transforment mal et du coup ça s'ossifie pas. Mais ce ne sont encore que des hypothèses, le mystère reste entier. On peut différencier 3 stades dans l'ostéochondrose. L'ostéochondrose dite latente, c'est certaines zones qui ne sont plus vascularisées et qui commencent petit à petit à mourir. Mais à ce stade, c'est complètement asymptomatique. Et ça ne se voit même pas à la radio puisque le cartilage est radiotransparent. L'affection peut régresser, voire même totalement disparaître. L'ostéochondrose manifeste, c'est le stade juste après. Le cartilage qui devait être transformé en os et qui ne l'est pas devient mou et fragile. Tu sens venir le début des problèmes? Lui se voit à la radio car il donne vraiment une forme irrégulière. Et puis il y a des petites fissures qui apparaissent par-ci par-là, vu qu'il est fragile. Et le dernier stade, c'est l'ostéochondrose disséquante ou kystique. L'ostéochondrose disséquante, c'est celle qu'on appelle communément l'OCD. C'est quand les petites fissures qui étaient au cœur du cartilage se sont étendues jusqu'à rejoindre la périphérie, le bord du cartilage. Donc là, le risque, c'est qu'on a des volets cartilagineux qui se décrochent, voire même des bouts entiers de cartilage qui se décrochent, qui vont dans l'articulation. Et là, ça donne un peu comme des cailloux sous la porte, tu vois? Dans une articulation, c'est pas le truc le plus agréable de la Terre. Et l'ostéochondrose kystique, c'est la formation de kystes osseux. Et un kyste, bah c'est un trou. Dans l'os. Et ça pour le coup, ça se voit très bien à la radio.
On entend aussi parler d'ostéochondrite, it étant le suffixe de l'inflammation. Si on a une inflammation de l'os sous-chondral, donc en dessous le cartilage, alors on parlera d'ostéochondrite. J'ai pu voir dans mes recherches que ce terme n'est quasiment plus du tout utilisé en équin, mais il l'est encore beaucoup en canin. Maintenant que vous savez tout pour ce qui concerne l'affection en elle-même, on va parler de qui et où. Chez le chien, c'est les articulations de l'avant-main qui sont le plus touchées. D'abord l'épaule et le coude, et en moindre mesure le grasset et le tarse. Chez le cheval, c'est souvent l'arrière-main qui est touchée. D'abord le tarse, le grasset et le boulet, et enfin l'épaule. Évidemment, un trouble de l'ossification, c'est assez général et ça se fait pas que sur une seule articulation. Donc la plupart du temps, c'est bilatéral et ça touche plusieurs articulations en même temps. Chouette! La génétique y est pour beaucoup là-dedans. Déjà, on n'est pas sûr à 100%, mais il y a de grandes chances que ce soit héréditaire, donc que ça se passe des parents aux enfants. C'est pourquoi d'ailleurs on peut très souvent connaître le statut OCD des mâles reproducteurs. Cependant, ça ne touche pas toutes les espèces de la même manière. Les races à croissance rapide sont largement plus touchées. Pur sang anglais, trotteur français, chevaux de selle. Par exemple, il y a des mesures de comparaison qui ont été faites sur les cartilages de croissance entre un trotteur français et un fjord. Et c'est sans surprise que le cartilage de croissance du trotteur français est beaucoup plus épais que le cartilage de croissance du fjord. Donc si déjà, génétiquement, il est plus épais, on comprend assez rapidement qu'il soit davantage sujet à l'ostéochondrose. La localisation varie aussi en fonction des races. Par exemple, chez ce cher trotteur, on trouve une prédominance d'ostéochondrose sur le charret. Bon là je te parle du cheval, mais c'est évidemment la même chose chez le chien. On trouve plus d'OCD ou d'ostéochondrose chez des chiens grands à géants à croissance rapide. Berger allemand, golden, rot, setter, mais le bulldog anglais aussi. Bon, lui c'est un cas à part. Alors, cette partie, c'est à mon sens la plus importante de la vidéo. Les facteurs prédisposants. Et vous allez voir qu'en fait, on fait tout pour que les chevaux de course ou de sport développent de l'ostéochondrose. Déjà, on a observé des traces d'ostéochondrose chez un poulain de 2 jours. Donc, outre le facteur génétique, ça ne dépend pas de sa vie propre à lui depuis qu'il est sorti du ventre de sa mère, mais bien de la vie de sa mère avant qu'il naisse. Et plus particulièrement de son alimentation. Premièrement, les minéraux. Le cuivre, c'est hyper important pour la croissance ostéo-articulaire. Donc la croissance du poulain une fois qu'il est né. Sauf qu'on trouve très peu de cuivre dans le lait. Ne me demande pas pourquoi, par contre, c'est comme ça. Donc si le poulain n'en boit pas une fois qu'il est sorti, ça veut dire que la majorité des réserves de cuivre qu'il s'est fait, c'est quand il était dans le ventre de sa mère. Donc si la mère est carencée en cuivre pendant sa gestation, le poulain le sera aussi en sortant. Parce que c'est pas le lait qui va compenser, vu qu'il y a très peu de cuivre dans le lait. Alors attention, sursupplémenter en minéraux ne diminue pas les risques d'OCD. Mais il faut juste veiller à ce qu'il n'y ait pas de carence. Deuxièmement, le sucre. Nous en fait tous baver celui-là. Alors je vois absolument pas de quoi tu parles en fait. Et plus particulièrement l'amidon. L'amidon, c'est une grosse molécule qui est composée de plein de petites molécules de glucose attachées les unes aux autres. C'est une queue de glucose quoi. Et on la trouve majoritairement dans les céréales, le blé, l'orge, le maïs. Bref, tout ce qui constitue une ration en fait. Quand on ingère du sucre, que ce soit nous, la jument ou la chienne, on augmente la glycémie, donc la concentration de glucose dans le sang. La réaction physiologique suite à une augmentation de la glycémie, c'est une production d'insuline qui va permettre de stocker le glucose pour faire redescendre la glycémie. Sauf que bien que ce soit discuté, l'insuline aurait une petite tendance à perturber l'équilibre entre persistance et dégradation du cartilage. Tu vois le problème arriver là ? Un repas riche en amidon chez la mère, à savoir une ration, entraîne un pic d'insuline et augmente donc les risques d'ostéochondrose chez le fœtus. Les chondrocytes fœtaux, donc les cellules du cartilage du fœtus, sont extrêmement sensibles à l'insuline. Donc que ce soit les grosses rations pleines de céréales données à la poulinière ou le bol de croquettes pleines de céréales données à la chienne gestante, c'est pas ouf. Vraiment, c'est pas ouf du tout. Dernier point concernant la mère. Le surpoids. Déjà, vous n'êtes pas sans savoir que le surpoids pour la mère, c'est pas ouf déjà. Mais alors pour son bébé, c'est pas dingue non plus, hein. Il arrive que les individus en surpoids développent une résistance à l'insuline. C'est-à-dire que quand il y a une augmentation de la glycémie, l'insuline est produite, mais le glucose n'est pas stocké. Du coup, la glycémie ne redescend pas.
Donc le corps produit encore plus d'insuline. Donc les juments ou les chiennes obèses augmentent le risque d'OCD chez le poulain ou le chiot. On en a fini avec la mère. Est-ce que t'es prêt à passer aux facteurs prédisposants dans la vie du petit? Une activité intense et soudaine augmente les contraintes mécaniques et donc les risques d'OCD. Et on sait bien que la plupart des poulains destinés au sport ou aux courses sont en pré-box, passent la nuit au box et la journée au paddock. Pas bon! Le mieux c'est un exercice modéré en continu pendant toutes les 24 heures de la journée. Donc une vie en pâture. Et c'est quand même fou de devoir préciser que la vie en pâture c'est mieux. Bon bref. Évidemment, ça dépend de la taille, de la qualité du sol, du troupeau et j'en passe. Autre grosse surprise qui n'en est pas une, la maturation du cartilage, qui se fait surtout entre 1 et 5 mois, est retardée si le poulain vit au box et altère donc le bon développement des articulations. Et enfin, dernière grande découverte, le débourrage à 18 mois est un facteur aggravant, car le système ostéo-articulaire n'est ni prêt ni adapté à cet âge pour supporter des charges. Je te parle du cheval, mais c'est idem pour les chiots qui font des balades de plusieurs heures. Que de surprises, dis donc! Et en ce qui concerne la nutrition du jeune, point dont on a déjà parlé tout à l'heure, le cuivre. Si on manque de cuivre, on risque des lésions ostéo-articulaires. Mais attention aussi à l'excès de phosphore, ou plutôt au déséquilibre entre le phosphore et le calcium. Ils sont tout le temps en compétition ces deux-là. Donc s'il y a trop de phosphore, le calcium est moins absorbé. Et donc forcément, on n'a pas parlé du calcium dans l'ossification, mais disons que ça va un peu de soi. S'il n'y a pas assez de calcium, c'est pas ouf pour la calcification, l'ossification quoi. Mais s'il y a trop de calcium, c'est pas bon non plus, car une croissance trop rapide augmente les risques d'ostéochondrose. L'os ne peut pas et grandir vite et se minéraliser correctement. Et plus on est grand, plus on est lourd, plus on augmente les contraintes sur des articulations qui ne sont pas forcément prêtes. Et l'histoire de l'insuline chez la maman, c'est exactement la même chose chez le jeune. Trop de céréales qui donnent trop de sucre et donc trop d'insuline, et paf, ça fait de l'ostéochondrose. Et évidemment, idem pour l'obésité. Dans la plupart des cas, l'ostéochondrose guérit spontanément si la gestion des individus est correcte. Donc on ne surnourrit pas ni la mère ni le poulain, on fractionne les repas, on limite au maximum les céréales pour éviter les pics d'insuline. On évite les contraintes traumatisantes pour le système squelettique, mais on maintient une activité modérée et régulière. Vraiment, je vous demande la lune là? Bon, étant donné que cette vidéo doit déjà être un petit peu longue, je vous mets les symptômes et signes cliniques en description. En ce qui concerne les traitements, on va pas se mentir, c'est la chirurgie le plus efficace. D'ailleurs, je te laisse aller voir cette super vidéo, celle d'un vétérinaire chirurgien qui t'explique parfaitement les choses. Bon, âme sensible, s'abstenir, parce que quand même, on rentre dans un grasset, on retire des bouts de cartilage. Il existe également un traitement conservateur à base de repos, de médicaments d'anti-inflammatoires et de chondroprotecteurs, parce que le prix de l'opération, il pique quand même. On va pas se mentir, tout le monde n'est pas capable d'offrir ce genre d'opération à son bébé poulain ou son bébé chien d'amour. Bref. Est-ce que tu as compris? Je t'invite évidemment à me montrer ton attrait en me laissant un petit like sous cette vidéo. Je te souhaite aucune trace d'OCD chez tes animaux, évidemment, mais également de joyeuses fêtes, une santé extraordinaire à toi et à tous les bipèdes et quadrupèdes que tu portes dans ton cœur. Rejoins-moi sur Instagram si ce n'est pas encore fait. Prends soin de toi, prends soin d'eux et je te dis à bientôt!